Tout a commencé avec une renaissance démographique, agricole et commerciale qui, dès le XIe siècle, a poussé les rois, les princes, les seigneurs à développer des villes médiévales. Ces villes, elles n'avaient qu'un but au départ, c'était de leur permettre de contrôler tous les nœuds de circulation, que ce soit des cours d'eau, des axes routiers aussi, dans un but assez finalement louable pour la souveraineté du pays, mais en même temps d'accaparement à la fois du pouvoir et de la fortune produite par les Français. Et ce sont les puissants qui ont construit le premier appareil commercial français en utilisant la loi, c'est-à-dire des chartes de franchise, pour inciter les marchands ambulants, qui étaient la norme à l'époque, à s'installer dans des petites échoppes en leur accordant des dispenses d'impôts. C'est eux aussi qui ont installé les marchés et les foires, comme la foire de Lille qui va fêter ses 900 ans en 2027, avant de favoriser la création des corporations. Vous savez, c'est ces communautés de métiers qui sont eux-mêmes subdivisées en corps et qui présentent un caractère obligatoire qui les place à l'époque dans une situation de monopole collectif avec à la fois un pouvoir de réglementation du travail sans précédent, mais aussi un pouvoir quasi total sur la production et sur la commercialisation. Ça va durer, les corporations, de 1170 à 1791 et elles vont influencer très durablement l'organisation du travail et l'organisation de la production en France. Entre le XIe et le XIIIe siècle, une nouvelle classe émerge, c'est une bourgeoisie, mais la bourgeoisie des banquiers, des grands marchands. Et ce sont eux qui vont mener la première révolution commerciale grâce à une invention simple, mais qui va révolutionner le monde, c'est celle de la comptabilité et donc de la monnaie moderne. À l'époque, les taux d'intérêt, la pratique du prêt avec taux d'intérêt est interdite par l'Église, et c'est ce qui va conduire les marchands à développer tout un tas de techniques de gestion des délais de paiement, qui finalement va aboutir à l'invention de la comptabilité en partie double, vous savez, débit, crédit, qui existe toujours de nos jours. Il existe deux très bons livres, si vous voulez creuser ce sujet. D'abord, un qui s'appelle Marchands et banquiers au Moyen-Âge. Il a été publié en 62 par Jacques Le Goff. Et le second qui s'appelle La naissance du capitalisme au Moyen-Âge, qui a été publié plus récemment en 2012 par Jacques Herz. Et à l'époque, ce sont ces changeurs, ces usuriers, ces grands banquiers qui vont constituer très rapidement des fortunes colossales, immenses. Ils vont installer des dynasties familiales pour l'ensemble des siècles qui va suivre, et ces dynasties vont remplacer la figure dominante du marchand itinérant avec sa petite remorque par celle du marchand sédentaire dans sa boutique. C'est lui le premier qui d'ailleurs va faire travailler des salariés en échappant aux réglementations corporatives des artisans. Le plus connu, celui qui demeure et qui illustre cette nouvelle caste de bourgeois, c'est un Français, il s'appelle Jacques Coeur. C'était un commerçant de Bourges qui très très rapidement, depuis Montpellier, a su devenir le rival des Vénitiens, des Pisans, des Génois qui contrôlaient à l'époque le commerce du Levant. Et il a si bien réussi Jacques Coeur qu'au final c'est lui qui prêtait de l'argent au roi Charles VII, qui finalement le nomme argentier du royaume en 1439. Il va instituer progressivement des impôts directs. À l'époque, c'est la taille, c'est le fouage, et des impôts indirects comme la gabelle et les aides. Et finalement, ces premiers impôts vont entraîner dans la foulée la création de nouvelles institutions qui permettront à Jacques Coeur d'être nommé conseiller du roi. Il a un rôle un peu omnipotent parce que sa mission, c'est d'assainir les finances de l'État français, pas dans un but de redistribution ou d'amélioration des politiques publiques, non, c'est seulement pour financer la guerre contre l'Angleterre. Et le pire, c'est que Jacques Coeur y parvient, mais il finit frappé de disgrâce. Et cette caste, cette classe de marchands banquiers décide finalement de se séparer de cette figure ancestrale de l'artisan en visant l'alliance et puis l'intégration ou la fusion avec l'aristocratie. À cette époque, il profite des premiers objets de confort, de luxe on dirait. À l'époque, c'était les bougies, les miroirs, les horloges qui vont suivre l'introduction en Europe des épices, des chevaux, des matières de Damas, comme on disait, du savon d'Alep, du pétrole qu'on appelait encore l'huile de terre. Et tous ces produits sont arrivés en fait dans les bagages des croisés. Et à la suite des 8 croisades qui ont été financées justement par les seigneurs,
de 1095 à 1270. À ce moment-là, les grands marchands ont tellement de richesses que l'Église fait réappliquer les lois somptuaires de l'Antiquité pour limiter l'usage des métaux et des matériaux précieux, l'or, l'argent, le fer, le cuivre, pour les régnants et pour leur cour. Et les héritiers de ces fameux banquiers marchands, les Médicis en tête, les plus connus, se passionnent à ce moment-là pour l'art et pour la culture, le nouveau luxe. Et c'est comme ça qu'ils vont financer au XVe siècle la Renaissance. Parce que la distribution des savoirs et des textes va à ce moment-là s'accélérer énormément avec l'invention de l'impression à caractère métallique mobile en 1450 par l'imprimeur allemand. Bon, ça, on apprend ça en maternelle, Gutenberg. Sauf que Gutenberg lui-même s'est inspiré des caractères mobiles qui étaient déjà présents en Corée depuis plus de 2 siècles dans la lignée de la xylographie. C'est une pratique asiatique qui, depuis le 7e siècle, permet d'imprimer. Et au final, quand Gutenberg crée l'imprimerie en Allemagne, elle avait déjà été reprise, cette technique de la xylographie, en Europe du Nord au début du XVe siècle. Et puis ensuite, c'est la découverte du Nouveau Monde. 1492, l'explorateur génois Christophe Colomb qui découvre de très nombreux métaux précieux qui ensuite vont être importés d'Amérique dans les jeunes États-nations. Ces nouvelles institutions qui ont été rendues possibles, on le disait, par les impôts, les premiers impôts, mais aussi par de nouvelles représentations du monde qui sont directement issues de la révolution copernicienne et puis derrière des découvertes de Galilée qui, à ce moment-là, décident de convertir ces matières premières, ces matières précieuses, essentiellement en monnaie. À ce moment-là, la masse monétaire est multipliée par 8 en Europe, dans le Vieux Monde, entre 1450 et 1550. Imaginez l'inflation que ça crée. C'est gigantesque. Et à l'époque, l'influence des concepts moraux du Moyen-Âge, la scolastique, sur l'économie, celle qui était héritée des premières universités, dont la Sorbonne, eh bien, elle disparaît face à cette inflation chronique qui va devoir inspirer une nouvelle doctrine économique, une nouvelle doctrine politique qu'on va appeler le mercantilisme, mais seulement 2 siècles plus tard. C'est le marquis de Mirabeau qui va trouver ce nom, et celui qui va le populariser, vous le connaissez tous, c'est Adam Smith au 19e siècle seulement. D'ailleurs, le mercantilisme, il n'a pas énormément changé depuis la découverte des États-Unis. Depuis la découverte de l'Amérique. Il veut s'appuyer sur la classe des marchands, sur les échanges commerciaux, pour favoriser l'entrée des métaux précieux par un excédent commercial. C'est ça le mercantilisme. Et à l'époque, chacun a sa manière de faire. Les Espagnols dominent le monde parce qu'ils ont accès à ce stock de monnaie, et non parce qu'ils produisent ou parce qu'ils ont une force de travail. Et c'est eux qui définissent à ce moment-là la richesse à partir de la quantité d'heures qu'un État, qu'une collectivité détient. C'est ce qu'on appelle le bullionisme. Parce que les lingots à l'époque se disent toujours d'ailleurs en anglais les billions. Et les autres pays européens vont adapter cette théorie à leur propre spécificité nationale, à leur économie. Les Hollandais et les Anglais, eux, ils voient dans le commerce extérieur la richesse de leur nation, parce que l'Angleterre est une île. Et donc c'est ce qu'on va appeler le commercialisme, qui aujourd'hui est la manière de penser des anglo-saxons. Derrière, il y a les Prussiens, les Allemands, qui eux voient la richesse de l'État comme le reflet exact de la prospérité collective. C'est ce qu'on appelle le caméralisme, parce qu'en allemand, la Camera, c'est le lieu où sont conservés les deniers publics. Et les caméralistes, ce sont ceux qui se préoccupent d'enrichir d'abord l'État. Quand vous voyez les conflits au niveau de l'Union européenne, les conflits budgétaires, vous comprenez que le caméralisme existe toujours en Allemagne. D'ailleurs, toutes ces divergences qui persistent ont pris, à ce moment-là, pour la France en tout cas, nous ont donné l'occasion de développer notre propre politique mercantiliste, qu'est le colbertisme. Elle a pris le nom de son penseur, son initiateur, qui s'appelle Jean-Baptiste Colbert. C'était le gestionnaire de fortune de Mazarin à l'époque, qui était régent. Et la fortune de Colbert représentait énormément d'argent parce que Mazarin possédait la moitié des recettes annuelles de la monarchie comme fortune. C'est gigantesque, c'est bien plus aujourd'hui que Bernard Arnault. À sa mort en 1661, Louis XIV nomme Colbert intendant des finances. C'est alors le premier homme d'État en France qui est issu d'une lignée de marchands et non d'aristocrates. Et là, il veut donner une indépendance économique et financière à son pays, ce qu'on appellerait aujourd'hui une souveraineté. Et pour cela, il désire que le roi Soleil ait une fortune et une puissance sans égale dans le monde. Sa politique, ça va être de faire de l'État
le promoteur actif dans le commerce et dans l'industrie de toute l'économie française. Parce que pour Colbert, si on veut atteindre le meilleur excellent commercial, il faut que le pays, en l'occurrence la France, s'industrialise pour exporter des produits à plus forte valeur ajoutée, pour transformer des matières premières en des produits qui ont de la valeur. Et le développement de l'appareil commercial devient à ce moment-là vital, puisqu'il prend une grosse partie des marges. Colbert le comprend aisément et triple immédiatement les capacités de commerce maritime du royaume. Le colonialisme dépend aussi de cette stratégie. À ce moment-là, Colbert réglemente la production des corporations en créant des manufactures. C'était des fabriques, c'était des monopoles royaux qui réalisaient des produits d'une qualité totale. C'était leur méthode à partir de toutes les matières premières qu'on importait. Et il a aussi créé les compagnies commerciales. C'était des comptoirs de la France à l'étranger, qui assuraient évidemment nos approvisionnements, mais surtout notre distribution, la distribution des produits parfaits français, du Made in France. Et après avoir remplacé la comptabilité juridique par une comptabilité administrative, c'est lui qui va inciter les rentiers à investir massivement dans ces manufactures, dans ces compagnies coloniales françaises, qui sont à l'époque les bras armés de l'État dans l'économie. À ce moment-là, pour mettre au pas les provinces, le roi Soleil, Louis XIV, charge Colbert d'assujettir davantage la noblesse à l'impôt. Et Colbert, le fils de marchand, met en place le premier tarif des douanes modernes, le tarif Colbert. Il va aussi réformer les forêts royales, parce qu'à l'époque, le bois, c'est le principal matériau de construction, mais c'est aussi la première source d'énergie du pays. Il va plus loin, il ouvre des très grandes routes, il pave, il éclaire Paris. Et quand en 1683 Colbert meurt, il laisse un pays, la France, de 20 millions d'habitants, qu'il a profondément transformé, qu'il a profondément enrichi. Et la principale menace de la première puissance européenne à l'époque, c'est la météo. Parce que la météo provoque des pénuries. À ce moment-là, les épidémies s'ajoutent aux famines. Et puis, on va quand même connaître 7 guerres en 8 décennies, qui vont accroître considérablement la charge fiscale d'un royaume français qui a aussi été affaibli par la mort du roi Soleil en 1715. Il a régné 72 ans. Même Élisabeth II n'a pas réussi à faire mieux. Et la mort de Louis XIV, qui avait été au sommet du monde, selon le vœu de Colbert, a ouvert la voie à toute une nouvelle école de pensée qui a voulu s'attaquer à l'héritage colbertiste. Alors d'abord le marquis de Mirabeau, on en parlait tout à l'heure, pour qui la vraie richesse réside d'abord dans la population. Et elle dépend finalement, cette population, que de sa subsistance, de ce qu'elle peut tirer de l'agriculture. Alors c'est l'école des physiocrates. Ces physiocrates, ils visent le gouvernement par l'ordre naturel. Et ce qu'ils défendent, c'est que plus on fait rapporter à la terre, plus on la peuple. François Quesnay, à l'époque, publie en 1758 son tableau économique. À l'intérieur, il va diviser la société en 3 classes. On est bien avant Marx. La première classe, c'est la classe productive. Elle est composée globalement des fermiers et de tous ceux qui assurent les avances primitives et les avances annuelles qui sont nécessaires à la production agricole. C'est, pour eux, le seul secteur capable de dégager un produit net, un excédent. Il y a la classe stérile, c'est celle des artisans, des commerçants, des manufacturiers, ceux qui ne peuvent pas dégager de produits nets. Et puis, évidemment, il y a la classe ancienne des propriétaires, c'est-à-dire le souverain, le roi, sa cour, les propriétaires fonciers, et aussi les administrateurs de la dîme, des impôts, qui doivent fournir les investissements ou les avances foncières pour pouvoir rendre les terres aptes à la culture, qui est la condition sine qua non pour assurer la circulation de ce fameux produit net, la circulation de la nourriture, pour être concret. Et les physiocrates veulent aussi promouvoir à cette époque des entreprises agricoles de grande culture, qui vont être très productives grâce à ces investissements, et aussi par la faveur qui est accordée par le pouvoir aux très grands fermiers, et d'ailleurs de préférence aux propriétaires rentiers, et évidemment derrière par l'effet d'entraînement qui est espéré de l'agriculture sur le reste de l'économie. C'est un peu, si vous voulez, le ruissellement qui partait des paysans pour aller vers la fameuse classe stérile, les commerçants. Et puisque, pour les physiocrates, l'agriculture est la seule production nette, ils proposent que l'impôt porte en totalité sur les propriétaires, puisque l'immunité des fermiers doit leur permettre d'investir et derrière de consommer pour faire circuler
la valeur ajoutée dans le pays. Et en 1774, le contrôleur général des finances, Turgot, va s'inspirer de cette école, de l'école des physiocrates, des anti-colbertistes si vous voulez, pour proposer un impôt foncier unique où seul le produit net du sol serait taxé auprès des propriétaires des terres, puisque toute la politique des physiocrates vise à augmenter au maximum cet excédent. Cette décision laissera une liberté absolument totale au commerce et à l'industrie, et c'est ce qui va d'ailleurs développer à l'époque la théorie de la formation des prix, la théorie de l'épargne, la théorie de l'investissement, mais aussi la théorie du capital, qui en 1776 va inspirer Adam Smith quand il publie La richesse des nations. Il le publie un mois après le fameux édit de Turgot, dans lequel il obtient du roi la suppression des corporations après des siècles de monopole. Et c'est quand même 6 siècles pour ces communautés de métiers. Et donc le libéralisme économique d'outre-Manche a réussi à ériger la liberté du commerce et du travail en des valeurs tellement cardinales qu'ils ont pu gommer 6 siècles d'histoire. Parce que les libéraux anglais s'étaient eux-mêmes inspirés des physiocrates français pour développer les idées de liberté du travail et de liberté du commerce, pour lutter frontalement contre justement ce corporatisme et généralement contre le protectionnisme. Leur doctrine, les anglo-saxons, elle se forge à l'époque contre les organisations des métiers industriels, commerciaux et financiers. Mais elle se forge aussi contre les protections douanières et contre l'interdiction dans l'Église catholique du prêt à intérêt. Et à ce moment-là, une contestation au moment de l'édit de Turgot éclate dans le royaume de France et les maîtres voient finalement dans l'édit de Turgot une attaque contre leur identité sociale. Et ils redoutent à ce moment-là l'insubordination des ouvriers qui pourraient s'installer à leur compte et qui pourraient capter leur clientèle. Il faut bien comprendre qu'en France, entre classes sociales, il y a une espèce de cascade de haine qui derrière mènera à la révolution. Parce que à ce moment-là, la baisse des salaires, l'augmentation du prix du pain vont provoquer de telles émeutes que le Parlement de Paris se voit obligé de refuser d'enregistrer cet édit d'inspiration libérale validé par le roi, parce que, selon eux, selon le Parlement, il va à l'encontre de son modèle politique, à l'encontre de ce qui fait, de ce qui forme la France. Finalement, le roi comprend, il évince Turgot, il fait enregistrer un nouvel édit qui sera lui-même balayé par la Révolution avant de pouvoir être appliqué. En 1786, le colbertisme s'est incliné face à l'instauration du fameux laisser-faire, laisser-passer, lorsque la France a signé le traité commercial Eden-Rheinwald, qui a été inspiré justement par Adam Smith, le premier économiste moderne, le plus connu d'entre tous. Et cet accord survient après des décennies de guerre économique avec les Anglais, après la guerre de sécession aux États-Unis. Et 5 ans plus tard, en 1791, c'est l'Assemblée constituante qui va voter finalement le décret d'Allard, qui supprime les corporations et qui libéralise le commerce des grains. Et puis dans la foulée, ils vont voter la loi Le Chapelier, qui prolonge l'arsenal législatif de façon très répressive, parce qu'il interdit toute communauté d'exercice collectif des professions, il interdit aussi les coalitions, c'est-à-dire les syndicats, qu'ils soient ouvriers ou patronaux. Karl Marx parle à l'époque de cette loi comme d'un coup d'État des bourgeois. Et elle va d'ailleurs être combattue pendant des décennies avant d'être abrogée, mais en 1864, près d'un siècle plus tard, 80 ans plus tard, par la loi Valdez-Crousseau, qui va autoriser les syndicats.